Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à React. Donc ça va être une série de tutos dans laquelle on va voir un petit peu donc React qui est une librairie JavaScript extrêmement utilisée actuellement et qui se marie très bien avec Redux ou d'autres state managers comme Redux. Pour l'instant, on va pas voir cette partie Redux, on va plutôt voir React en soi. On va déjà commencer par apprendre React, on va voir un peu le JSX, on va voir comment fonctionne React, et ensuite on ira petit à petit dans des choses un peu plus complexes qui vous permettra en fait de réaliser des applications en single page application euh, totalement complètes. Et pour ce faire, on va passer par différents exercices. Donc dans ces exercices, on va d'abord réaliser donc une to-do list. On verra ensuite comment réaliser une interface web un peu plus complexe avec une navigation et ainsi de suite. On essaiera aussi de reproduire un Trello avec un nouveau format de vidéo que j'introduirai à ce moment-là, qui sera en fait le apprendre en faisant. Donc en fait, c'est-à-dire que je n'ai jamais fait de Trello, mais on essaiera de le faire, j'essaierai de le faire dans la vidéo, en live, avec vous, du coup, et en fait, on essaiera de faire un système d'interaction avec des commentaires dans lesquels vous me direz ce qui vous a plu, ce que vous aimeriez voir, et ainsi de suite. Donc pour l'instant, on va se focaliser un petit peu sur React. On va apprendre donc React, on va apprendre les bases, on va voir comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Et voilà. Donc React, qu'est-ce que c'est? Donc, comme c'est écrit sur leur site, donc reactjs.org, c'est une librairie JavaScript pour construire des interfaces utilisateurs. Donc c'est comme il est décrit ici, une librairie JavaScript, c'est-à-dire que c'était donc un fichier JavaScript qui vient avec plein de fonctions, des fonctionnalités, des variables et ainsi de suite, qui va nous permettre en fait de créer des single page applications, c'est-à-dire en fait des applications qui vont donc être ultra dynamiques, sur lesquelles on va pas avoir du rechargement quand on va aller chercher des éléments sur Internet ou des choses comme ça, ou par exemple on pourra avoir une navigation où la navbar ne recharge pas à chaque fois que l'on navigue et ainsi de suite. Donc c'est très utilisé, c'est aussi très demandé sur le marché du travail, et c'est pour ça que j'ai décidé donc d'aborder ce sujet. Donc d'abord, il faut savoir que React a des concurrents sur le marché. C'est pas les seuls à faire ça. React a été développé par Facebook et on a son principal concurrent qui va être AngularJS, qui est développé lui par Google. Donc Angular sont maintenant en version 4 ou 5, sachant que ça a complètement changé par rapport à la version 1. Si vous avez déjà un petit peu travaillé sur la version 1, c'est très très différent, parce que eux s'appuient maintenant sur le TypeScript, donc qui est un JavaScript un peu plus typé, dans lequel on va devoir définir à chaque fois quel type de variable va ressortir une fonction. Dès qu'on définit une variable, il faut dire le type, donc si c'est une string, une integer ou autre. Et il est assez utilisé quand même depuis sa version 2. Et on va avoir également Vue.js. Donc Vue.js, c'est un petit peu le petit nouveau, même si maintenant ça fait un petit moment qu'il est sur le marché, mais qui est en très très grosse progression, c'est-à-dire que de plus en plus de développeurs l'utilisent. Donc peut-être que j'aborderai le sujet, en tout cas il a l'air très très intéressant, donc vous pouvez également vous pencher dessus. Et après, vous avez d'autres un peu plus vieux qui sont sur le marché depuis un bon petit moment, comme Backbone.js, mais qui sont un peu moins utilisés. Donc nous, on va se focaliser sur React.js. Donc, dans un premier temps, je vais vous inviter déjà à télécharger Visual Studio Code. Visual Studio Code, en fait, c'est un éditeur de texte comme Atom ou Sublime Text que j'avais utilisé dans mes précédentes vidéos. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il est très très bien fait pour le JavaScript et il a pas mal de librairies aussi pour vous aider sur d'autres langages. Par exemple, il a des librairies Python, des librairies Ruby, des librairies pour plein d'autres langages. Il est assez rapide, assez bien développé. Donc du coup, c'est pour ça que beaucoup de développeurs de la communauté React, ou même React Native, utilisent Visual Studio Code. Donc moi, je vous conseille de l'utiliser. Après, si vous voulez suivre ce tutoriel sur un autre éditeur de texte comme Sublime Text ou Atom, il n'y aura aucun problème. Donc pour ce faire, vous faites download pour Mac ou pour Windows et vous installez, et ensuite donc du coup vous vous retrouverez sur Visual Studio Code. Donc c'est un logiciel qui est édité, il me semble, par Microsoft. Donc voilà. Une fois que vous l'avez, bon, moi j'avais déjà un projet qui était ouvert, mais on va sortir de ça et on va fermer cette fenêtre. Voilà.
Qu'est-ce qu'il faut savoir donc aussi, c'est qu'il va falloir que vous ayez Node.js installé sur votre machine. Donc si vous n'êtes pas très habile avec la commande, enfin la ligne de commande, vous pouvez télécharger directement sur le site nodejs.org en faisant un download. Sinon, moi ce que je conseille un peu plus, c'est de télécharger en passant par Homebrew, qui est en fait un gestionnaire de paquets pour Mac. Donc si vous êtes sur Windows, je ne connais pas le gestionnaire de paquets, donc je ne pourrais pas trop vous être utile, mais vous pourrez quand même sur Windows télécharger via le site internet de Node.js. En utilisant Homebrew, en fait, ça va vous permettre en fait, de gérer vos paquets et de pouvoir les désinstaller et les installer beaucoup plus rapidement parce que ça ira désinstaller tous les fichiers qui se sont installés sur votre ordinateur. Pour ce faire, c'est tout simple, hein, vous aurez juste à copier-coller cette commande, ouvrir votre terminal et appuyer sur Entrée, une fois que ça sera copié-collé, tout simplement. Donc, bon, moi en l'occurrence, je l'ai déjà installé. Là. Et du coup, ensuite, vous pourrez faire ici, par exemple, un brew list qui vous montrera un petit peu tous les paquets que vous avez installés en passant par Homebrew. Donc c'est assez sympa parce que ça vous permet vraiment de gérer les installations sur votre ordinateur. Par exemple, moi j'ai MongoDB qui est installé comme ça, je vais avoir aussi Node qui est installé comme ça, PostgreSQL qui est installé comme ça, Yarn, j'ai voilà, plein de petits paquets qui sont installés comme ça. Et donc une fois que vous avez installé Node, vous avez juste à faire un Node-V pour savoir si Node est bien installé, vous aurez une version qui s'affiche. Si jamais vous avez des erreurs, je vous invite à prendre l'erreur et la copier-coller sur Google. Si jamais vous avez déjà eu si jamais vous avez ce problème, quelqu'un a forcément déjà eu le même problème, donc il vous sera peut-être utile de regarder un petit peu les erreurs qu'ont eu les gens. Et une fois qu'on a tout ça, on est prêt à commencer à utiliser React. Mais avant toute chose, on va un petit peu regarder React en fait. Il se base en fait sur une syntaxe assez particulière, comme vous pouvez voir sur leur site, qui s'appelle le JSX. Donc le JSX, en fait, ça a été également développé par les développeurs de Facebook qui ont développé React et qui, en fait, est une syntaxe assez particulière qui peut faire penser à du HTML, mais qui, en fait, on va le voir tout de suite en allant sur le site de Babel, qui est un compileur de JSX, justement, que c'est tout simplement du JavaScript totalement normal, mais qui a une syntaxe assez simple à utiliser. Vous voyez ici, par exemple, il return une div. Donc ça, dans du JavaScript, c'est assez rare de le voir, ou alors vous le voyez entre des quotes ou des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment, voilà, c'est une syntaxe particulière. Et on va tout de suite aller regarder un petit peu c'est quoi cette syntaxe. Donc pour ça, je me rends sur le site de Babel. Babel, en fait, c'est un compileur JavaScript. En fait, il va prendre les nouvelles générations du JavaScript, que ce soit le S6, le S7, le S8, ou même le JSX, et va aller le traduire, le compiler en JavaScript normal. Parce qu'il faut savoir que ces façons d'écrire du JavaScript ne sont pas comprises par Google ou Firefox ou autres. Et donc, il y a besoin de le compiler pour avoir du JavaScript qui soit lisible. Pour ce faire, une fois qu'on est sur le site de babeljs.io, on va aller sur Try it out. Donc, on va l'essayer. Et on se retrouve avec un éditeur de texte. C'est simple, tout ce que l'on va écrire ici va être ensuite compilé en live dans cette fenêtre ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire une petite fonction React, tout simplement, un petit component tout basique, et vous allez voir en fait ce que ça va faire juste à côté. Donc pour ce faire, je vais créer une const qui est l'équivalent en fait d'une var que l'on connaissait, sauf que là c'est une const, c'est-à-dire que c'est une constante. Donc ça c'est pareil, ça fait partie des nouvelles générations de JavaScript. C'est-à-dire que avant, dans le JavaScript, on avait seulement le var, maintenant on va avoir le const et on va avoir le let. Quelle va être la différence entre les deux? C'est que le const, on ne pourra pas lui réassigner une valeur. On va pas pouvoir si on pourra lui réassigner une valeur, mais on va pas pouvoir en fait la modifier. Contrairement à une lettre où en fait on pourra la modifier autant qu'on veut. Donc je vais créer une const que l'on appellera hello world, qui va être égale à une fonction. Pareil, là c'est pareil, c'est à partir de ES6 je crois, les arrow function. Qu'est-ce que c'est? Et bah, c'est un équivalent de ce qu'on pouvait écrire avant où on faisait function hello world, on ouvrait les parenthèses et on mettait le contenu de notre fonction ici.
Et bah là, c'est exactement pareil en fait. On va mettre ici, on ouvre les parenthèses, on met une petite flèche et on ouvre les, mince, comment ça s'appelle, les accolades. Et bah ça et ça, c'est similaire. On pourra également, si on veut ici, passer des arguments au même titre que l'on passait des arguments ici. Donc, j'ouvre ma fonction et je vais lui demander de me retourner, on ouvre la parenthèse, une div qui va contenir un petit titre qui dira Hello World, comme ceci. Donc la syntaxe peut vous paraître un peu particulière, forcément, parce qu'on va faire un mélange ici de JSX, on va utiliser de l'ES5, de l'ES6, donc ça peut être un peu particulier pour vous, mais en fait, on va se rendre compte très vite qu'en fait, ça fait du JavaScript pur et dur. Par exemple, ici, on va avoir une var, Hello World, qui est égale à une fonction Hello World, une fonction telle qu'on la connaît, et on va retourner ici un react.createElement. Donc React, en fait, quand il appelle React, en fait, ici, Babel importe React naturellement, mais sinon, on irait importer React au-dessus. Et on va créer un élément de type div, on ne lui met pas d'autres arguments, et ensuite, à l'intérieur, on va créer aussi un autre élément, qui sera un h1, avec un contenu hello world. On pourrait également ici lui passer une class name, comme ceci, et en lui disant hello. Et en fait, ça correspondra ici à une classe, c'est-à-dire qu'en fait, ma div aura la classe hello. Donc en fait, c'est tout simple ce que va faire React. C'est avec le JSX, c'est qu'avec un compiler comme Babel, donc qui va être obligatoire dans notre projet parce que forcément, on va avoir besoin de compiler cette version de JavaScript un peu nouvelle en un JavaScript qui va être compréhensible et lisible par notre navigateur ou notre programme et ainsi de suite. C'est pour ça que tout projet React va majoritairement venir avec un autre outil qui s'appelle Webpack. Donc Webpack, qu'est-ce que c'est? Webpack, en fait, c'est pareil, hein, c'est un peu pareil que Gulp. Si vous avez suivi un petit peu les vidéos que j'avais fait, Gulp, ça nous permettait de faire quoi? Ça nous permettait de créer des tuyaux qui vont venir compiler tel fichier et faire sortir sur tel fichier et ainsi de suite. Par exemple, prendre nos fichiers LESS, nos fichiers SAS, SCSS et de les transformer en CSS qui va être compréhensible. Et bah Webpack, c'est exactement la même chose. Ça va venir prendre un petit peu toutes nos sources, toutes nos dépendances, et ça va aller les compresser en fait dans des fichiers compréhensibles. Par exemple, imaginons qu'on ait 30 000 fichiers JavaScript que l'on importe dans notre projet, et ben ça va venir tout comprimer, tout compiler dans un seul fichier JS, etc. Et ben pour React, ça va être pareil, c'est-à-dire qu'on va avoir un fichier Webpack qui va auquel on va donner des instructions, et en fait, il va prendre tout notre JavaScript qui n'est pas compréhensible par notre navigateur ou ainsi de suite, et ça va aller le traduire en du JavaScript qui va être compréhensible, lisible par notre navigateur. D'où le fait que tout le monde, enfin tout le monde, peut-être qu'il y a des exceptions, mais une grande majorité des projets React vont utiliser Webpack. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez un petit peu vous amuser avec donc, la console Babel qui est assez bien faite, qui nous permet d'avoir un rendu en live de ce que fait en fait React lorsque l'on écrit du JSX. Je vous invite également aussi à vous rendre sur le site de React et de commencer un petit peu à lire en fait voilà, c'est cette petite introduction où en fait voilà, on va créer un simple component. Donc aussi dans React on va énormément utiliser le terme de component. Qu'est-ce que ça va être un component? En fait c'est juste un bout de code, un bout de notre site qui va faire une seule chose. Voilà. Et en fait on va dissocier tout notre site en plein de petits components, si possible réutilisables, car ça nous permettra en fait de pouvoir l'importer, l'utiliser plusieurs fois. Par exemple, si on veut créer un bouton, on pourra créer un component button et on va aller l'appeler plusieurs fois dans notre site. On verra également aussi le système de props et de state, qui va être un sujet assez important parce qu'en fait React se base énormément là-dessus. Ensuite, on verra aussi comment utiliser les life cycle components. En fait, c'est le cycle de vie d'un component dans React. Et surtout, en fait, on verra très vite le système de DOM virtuel. Parce que React a été créé à la base sur un constat simple, c'est que le DOM d'une application change régulièrement.
Et donc pour ça, il faut ne pas avoir à chaque fois à reloader entièrement la page, mais seulement des bouts de la page, ce qui nous évitera d'avoir à chaque fois un site qui va charger, va charger, va charger. Et donc c'est pour ça en fait que React a été créé à la base, avec ce système de DOM et de virtual DOM. C'est-à-dire que notre DOM, c'est-à-dire que ce que l'on voit sur notre ici, ça c'est le DOM. En fait, il y aurait à côté un DOM virtuel. Et en fait, il va y avoir toujours tout le temps, constamment, une comparaison entre le DOM que l'on voit ici et le DOM virtuel pour changer uniquement ce qui a changé sur le DOM virtuel. Pour l'instant, c'est peut-être un peu abstrait, mais quand on va rentrer un petit peu plus dans les détails, quand on va un petit peu commencer à faire nos components, vous verrez que ça va être assez vite compréhensible. Je vous invite donc à mettre des commentaires en dessous. Si vous avez des termes que vous voulez que j'explique un peu plus, etc., j'hésiterai pas à répondre à vos commentaires. J'essaie de le faire au maximum. Euh, et voilà, donc j'espère avoir été assez clair pour cette première explication. Dans la prochaine vidéo, on va rentrer un peu plus dans les détails en créant un premier projet React avec le Create React App, qui est donc un projet déjà créé par React et qui nous permet d'aller un peu plus rapidement dans la création d'un projet sans avoir à rentrer dans les détails de Webpack, Babel et ainsi de suite. Et on créera aussi notre premier component que l'on va rendre dans notre navigateur.